Le même code qui fonctionne sur VS Code, ça peut fonctionner sur WebStomp sans problème. Maintenant, Ok. on va essayer d'expérimenter toutes ces méthodes de création là, déjà avant de passer donc déjà, si on va au niveau de la documentation officielle d'Angular, alors, juste un instant. La documentation officielle, c'est aller dans le site Angular, tout simplement. Et là-bas, quand on va sur le site d'Angular, ils ont dit déjà ici que Angular est un framework pour clients open source basé sur TypeScript et co-dirigé par l'équipe du projet Angular chez Google, ainsi que par une communauté de particuliers et de sociétés. Angular est une réécriture complète d'AngularJS, quadriciel construit par la même équipe. Maintenant, lorsqu'ils disent que c'est basé sur TypeScript, ça c'est par défaut. Mais une personne peut très bien faire du Angular avec du JavaScript sans problème. C'est-à-dire que du JavaScript vanilla, quoi. Vanilla, ok, Voilà. ok. Donc ça c'est le site officiel où se trouvent toutes les informations. Nous sommes avec Angular 19. Après, Je pense que le 20 doit sortir le mois de juin. Hein? pardon? Le 20 doit sortir le mois de juin, je pense bien. Oui, effectivement, il y a le Next qui est en cours là. Je pense que je l'ai vu quelque part. Voilà. Le mois de juin, je pense qu'il doit sortir. Maintenant, J'ai vu que. oui, allez-y. Oui, allez-y. Voilà. Donc, du coup, là, on a la possibilité. Déjà, on peut voir la syntaxe ici. Et la dernière fois, on avait essayé d'expliquer un peu la documentation et plutôt l'architecture. Par contre, l'architecture peut varier. Ok. Et cela dépendra de si on vient dans la doc. La première des choses, c'est déjà savoir comment installer Angular. L'installation, c'est dans la documentation. C'est des choses qu'on ne retient pas. Hein. Vous avez besoin d'une information sur Angular, vous venez dans la documentation qui est tellement claire. Et à force de pratiquer, c'est là que ça va rester. Donc, c'est à force de pratiquer que vous allez rester. Et on recommande de faire l'installation de Node.js minimum, la version 18. Minimum. Okay. Ou bien la nouvelle version. Vous voyez que Node.js, la version 12, ce n'était pas bon. Moi, j'ai la version 20. Et comme j'ai des applications qui tournent dans mon système, j'ai même déjà hébergé. Avec la version 20, j'évite de faire une nouvelle installation. Puisqu'avec 20, je peux toujours travailler. Donc, le 22, je pourrais faire ça plus tard pour les nouvelles applications. Donc, une fois que vous avez... Ok, donc c'est le 22 qui doit sortir en juin. Pardon? C'est le 22 qui doit sortir en juin, donc le 22 qui doit sortir en juin. Le 22. J'ai vu que c'est tout le 6 mois. Ok, ouais. C'est tout le 6 mois. Ouais. Ils sortent des versions tout le 6 mois maintenant. Ça, je l'ai lu quelque part. Ah, d'accord. Ouais. Ça, je l'ai lu, tous les 6 mois. Ok, effectivement. Donc, avec Angular, par exemple, une fois que vous installez Node.js, les prérequis, on vous demande également d'installer NPM. Après, il n'y a pas que NPM. Hein. Il y a beaucoup d'outils. Il y a NPM, il y a PNPM, il y a le YARN, il y a le Bol, il y a même Brew. Quand vous êtes sous comment on appelle ça? Sous MacBook. Donc, les gens utilisent le YARN. Moi, j'utilise souvent le YARN et j'utilise également le NPM. C'est pratiquement les mêmes choses. Ils ont les mêmes rôles et chaque élément chaque gestionnaire de dépendance a ses avantages. Et lorsqu'on parle de gestionnaire de dépendance, c'est justement un outil qui permet de pouvoir installer des dépendants au sein de votre application pour pouvoir démarrer le projet, quoi. Sans problème. Maintenant là, pour créer le projet, on vous dit que vous pouvez faire le new, voyez, ng new project, le nom du projet, quoi. Donc normalement, si on fait ng, c'est une commande Angular. Hein. Après avoir tout installé, après avoir installé Angular Client aussi, Angular Client permettra de, c'est-à-dire si vous installez Angular et plutôt Node.js d'abord, la deuxième étape c'est d'installer NPM.
Une fois NPM installé, NPM pour l'installer, vous allez sur le site de NPM. Vous mettez NPM comme ça. Vous avez NPM ici. À télécharger et à installer. Une fois que vous l'installiez, dès que c'est bon, en tout cas, tout se cherche ici. Une fois que vous l'installiez, une fois que vous l'installiez, bon, on vous montre un peu comment l'installer. Ça, c'est le Windows. Voilà, c'est tout ça. Vous faites le téléchargement. Hein. Vous pouvez télécharger ou vous installer. En tout cas, tout est dans la documentation ici. Vous avez installé le NPM, non? Non, parce qu'en fait, c'était un peu lié, quoi. Ah, d'accord, ok, d'accord, très bien. Alors, je croyais que vous l'aviez installé, d'accord. Donc, du coup... C'est déjà installé maintenant, je le supprime. Hein? Ouais. C'est déjà installé maintenant, je supprime ça maintenant. Hein? Je n'ai pas compris. Donc, c'est déjà installé là. La version que j'avais installée. Okay. C'est déjà installé, maintenant il faut la supprimer maintenant. Hein? Supprimer quoi? Vous voulez supprimer quoi? En fait, quand c'est désinstallé déjà, il y a déjà les fichiers d'installation qui sont là, qu'il faut voir. Donc, il faut que je le supprime maintenant carrément et pour pouvoir faire la nouvelle installation. Voilà, c'est ça, c'est ça. Exactement. Attends, je vais d'abord vider la corbeille et maintenant on va venir installer l'autre là. Ok. Maintenant, la meilleure façon d'installer NPM aussi, c'est d'utiliser Node.js Installer. Avec Node.js Installer, lui, il va installer Node.js et en même temps aussi les dépendants, c'est-à-dire le NPM va aussi être installé, quoi. C'est-à-dire que si vous installez Node.js.exe, vous serez obligé d'installer le NPM aussi à côté. Mais si vous installez Node.js Installer, lui, il va m'emmener et le NPM et lui-même aussi. Donc, toutes les dépendances possibles, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est... Maintenant, après, en étant dans la documentation, une fois que c'est bon, la troisième étape, c'est d'installer Angular Client, CLI. Donc, ça, c'est au niveau du terminal. Puisque NPM sera déjà installé, vous tapez cette commande-là. Le moins, je vais dire quoi? Je souhaite installer Angular Client au niveau global. C'est-à-dire que sur tout l'étendue de la machine, quoi, tous les utilisateurs pourront pouvoir bénéficier de cette installation-là. Après avoir installé, tout est OK. On peut donc être amené à créer un projet. Et la dernière fois, nous l'avions fait. Si j'ouvre mon WebStorm, vous pouvez utiliser aussi Node.js. On va tenter dans les deux éditeurs, il n'y a pas de problème. Donc j'ai ouvert WebStorm ici. La dernière fois que nous avions touché cet outil-là, c'était pour la création du projet. Et nous ce qu'on a eu à faire la dernière fois, c'est qu'on a dû on avait mis ng new project name. C'est ce qu'on avait fait. Et à la place de project name, là, on avait mis my first app. Donc, on avait remplacé. Donc, on avait fait ceci. ng new. Ce qu'on avait fait. Après, on a pris my first. C'est comme ça qu'on avait créé le projet. Et dès qu'on met entrée, il nous crée un projet, comme nous l'avions déjà fait. Une fois que le projet est créé, bien sûr que oui, on a eu à choisir. On va encore le refaire pour faire avec le VS Code. Donc, je vais faire avec le VS Code aussi. Qu'on ait la même chose.
JavaScript là. JavaScript. Je mets là Angular VS Code. Donc, dans ce projet d'Angular VS Code, je vais au niveau de la ligne de commande et je mets ceci ng-new, vous voyez, je mets ng-new, après je mets le nom du projet. Donc, le nom du projet, c'est My First Angular App. Comme ça. Et je mets Entrée. Donc, on nous proposait, on a beaucoup des options. Vous voyez que pour trouver JavaScript, on nous renseigne sur developer.mozilla.org. Il y a le SAS, il y a le Intended, il y a le LESS. Donc, les autres, ça, ce sont des types de projets CSS également. Maintenant, nous, on va pour le moment s'intéresser d'abord au CSS normal. Le projet CSS normal, donc on va choisir le premier. Le premier. Parce qu'on a la possibilité de naviguer. Hein. On met le premier. Je choisis le premier. On me dit, est-ce que vous voulez do you want to enable server-side rendering SSA ou bien? Donc, il veut savoir si on veut avoir une application client-serveur directement. Non, nous, on veut faire du front uniquement. C'est pas front et back. On veut juste faire du front. Ce que nous allons faire, on va dire non. Je mets N. Et quand je mets N, il me crée le projet. Ok, j'avais des soucis de connexion là. Ah, ok, d'accord. La connexion qui était partie là. D'accord. Je suis en train d'enregistrer également la vidéo. Comme ça. Ok. Ouais. Je me suis rendu compte en ce moment là, on a des soucis de connexion à ces heures là. Ah, apparemment. Vers midi comme ça là. Ouais. On a vraiment des soucis. Ouais. Ici, dans la zone. Qu'est-ce qui se passe là? Je pense que les gens sont connectés dans les administrations à l'heure actuelle au Sénégal. Ok. Et ce qui fait que parfois, à ces heures-là, le flux est tendu, quoi. Oui, vers midi 13h là, je me rends compte que vraiment c'est le moment de produire et tout ça là, donc les gens sont beaucoup concentrés. Donc il y a beaucoup d'utilisateurs connectés, probablement. Ok. Donc là, il est en train de nous créer le projet après avoir tapé les commandes. Hein, comme on avait tapé la dernière fois, hein, VS New, ng New, My First Angular App. On nous demande quel type de projet CSS choisir. Moi, j'ai dit le projet CSS. C'est ça que j'ai choisi. Et après, on me dit, est-ce que c'est une application client, serveur et tout ça là. Moi, j'ai dit non. Je veux juste le côté client. Donc, j'ai mis no. Après, il va me générer en fait tout ce projet qu'il est en train de générer. Et nous allons patienter. Le même projet qui a été généré ici, c'est la même chose hein, que j'ai généré avec... c'est la même chose qui est là. Sauf que ce que je suis en train de faire ici, ça va être ouvert avec VS Code. Pour que nous ayons deux projets séparés. Voilà. Okay. Avec la possibilité de faire des modifications de part et d'autre. Donc, le projet a déjà été créé dans dans la première création. Et on avait dit qu'on pouvait supprimer le node module là. Par contre, cette façon de faire reste toujours une méthode qui est comment, et la méthode elle est toujours, on peut dire, ça c'est une méthode standard en utilisant ng new, le nom du projet. Ok, excuse-moi Ben, excuse-moi Bonnet. Oui. Là, ce que j'ai vu là, il n'y a pas de 32 bits. Il n'y a pas de... Il n'y a pas l'option de télécharger donc 32 bits là sur Node. Node, oui. Là, je ne peux pas installer donc le 32 bits. Ok, d'accord.
est-ce que vous pouvez tout désinstaller? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y avait d'abord une installation qui était là. Non, non, je veux dire que même sur la machine là, quand je rentre sur Google là, Oui. quand je viens également sur le site Node.js, Oui. le site que j'ai, je n'arrive même pas à avoir donc 32 bits. Il n'y a que 64 bits, donc 86 et ARM 64. Alors. C'est vrai, j'ai pas vu le lien. Attends, c'est vrai, j'ai pas vu le lien. J'ai pas vu le lien là. Il faut que je dise le lien que tu m'as envoyé. Ah, c'est vrai, j'ai pas vu le lien. Ok. Ok, attends, laisse-moi utiliser donc le lien. D'accord. J'ai pas utilisé le lien, excuse-moi là. Ok. Pourtant, c'est le même lien. C'est le même lien. C'est le même lien. Mais quand on ouvre sur Windows, quand je clique sur Windows, il n'y a pas l'option 32 bits. 32 bits, c'est ce que vous avez vu. C'est x86 là. C'est ça qu'on appelle 32 bits. C'est quoi? Regardez mon écran. Ok, attends un instant. Vous êtes ici, n'est-ce pas? Oui. Oui, je suis ici. Quand vous regardez en bas, oui. On vous dit il y a 64 bits, 60 x 64 x 32 x ARM 64. Donc, x 86 là, c'est ça l'architecture 64 bits. C'est ça l'architecture 32 bits. Attends, c'est quoi? J'ai pas bien vu. Est-ce que vous voyez mon écran? J'ai projeté ça. Tu vois sur l'écran? Oui, c'est-à-dire que je suis ici, là, j'ai choisi Windows. Oui, après, ce que j'ai fait moi aussi. Voilà, ça c'est l'architecture. Donc, j'ai choisi quel type d'architecture. Il y a 64 bits. Il y a 32 bits qui est là. 86 là. 86 là, ça veut dire 32 bits. Ah, ok. Ouais, c'est ça, 32 bits en fait. Ok. Ouais. Maintenant, il est plus préférable de cliquer sur Windows Installer. Afin que vous, c'est fait. Afin que vous allez voir qu'il est en train de télécharger, n'est-ce pas? Oui, il est en train de télécharger. Voilà. C'est là que il va vous installer et le Node.js et également le NPM. Donc, en attendant que ça télécharge, on peut d'abord passer à... Oui, on avance. Ok. Donc, parce que moi, quand j'ai vu 86, je me suis dit que c'est le double de 64. Ah, d'accord. Non, non. C'est 86 en termes d'architecture ordinateur, c'est 86 quoi. 32 bits, c'est 86. Ça correspond à ça. Alors, c'est bon. Du coup, une fois que j'ai créé mon projet là, ça c'est une création que j'ai faite avec VS Code. Quand je fais dire, on me montre le projet qui est là. Voilà le projet qui est là. Donc, je peux mettre CD et je rentre dans mon projet. Une fois que je suis rentré, je peux faire code point pour l'ouvrir avec code blocks directement. Donc j'ai créé deux projets séparément juste pour donner un peu la cohérence avec on me dit git repository, bon, il n'y a pas de problème, je peux mettre ça. Donc j'ai le même projet qui est là. Disons deux projets séparés dans les fichiers séparés. Hein. Donc pour avoir un peu de... Ça c'est dans un dossier à part que j'ai fait avec VS Code. Ok, là il est en train d'installer. Hein? Il est en train d'installer, d'accord. Ok. Là par contre, il me pose une question. Automatically install the necessary tools. Not that this will also install Chocolately. The script will pop up in a new Windows after the installation completes. D'accord. Voilà, parce que là, il me dit okay, some NPM modules need to be compiled from C++, when installing to. If you want to be able to install such module, some tools, Python and
Visual Basic, OK, need to be installed. Et là, il me demande de cocher automatically installed. Voilà. Ok. OK. Parce que là, je ne sais pas. Donc, de l'installer automatiquement, tu vois. Donc, avec les autres là. Alors, si ça dépend de cela, vous cochez. Si ça ne dépend pas, vous laissez comme ça. OK, je laisse comme ça. Je pense que c'est bon. Parce Ouais. que ça c'est un peu lourd là. Voilà, c'est ça. OK. OK, c'est bon, il est en train d'installer. Hein? D'accord. Donc, du coup, voilà, nous avons l'architecture qui est là. Autant sur Windows que bon, moi le VS Code j'utilise parce que les gens utilisent VS Code beaucoup, hein. Mais moi OK. j'ai mes préférences, donc j'aime beaucoup plus les produits JetBrains, ces produits-là. Vous voyez que je l'utilise avec Java, je l'utilise avec Python, voilà, ça c'est pour Python. Et je l'utilise également avec Java, vous voyez. Donc j'aime vraiment les outils là, quoi. OK, OK. Voilà. Donc, ils ont comme ça pour Java, ils ont pour JavaScript avec tout ce qui est partie interface graphique. Ils ont pour Python. Vous voyez, donc, et j'ai un peu l'habitude d'utiliser les deux, quoi. Donc, OK. après qu'on ait créé le projet, et l'un des avantages, c'est parce que maintenant, là, pour démarrer, je n'ai qu'à faire run sur un clic et le projet sera démarré. Alors, nous avions déjà, on a un petit guide de cours d'aujourd'hui. Donc, le guide, OK. c'est en dehors, parce que là, vous avez vu que on peut créer des projets, mais il y a plusieurs façons de créer les projets. On peut décider, si vous voyez dans le projet que j'ai créé, il n'y a pas de app module.ts. Il n'y a pas le app routines. Or, dans d'autres projets plus traditionnels, vous allez voir les approches de modules. Or, s'il y a des gens qui ont toujours les habitudes de créer les projets avec les approches modulaires, ils peuvent, OK. bien sûr que oui, ils peuvent aller directement parce que tel que nous l'avions installé ici, dans le SRC par exemple, on a des projets des projets qui sont tous, vous voyez qu'on n'a que des app config, hein. App config, après on a app route. Ça, c'est une approche moderne de développement avec Angular. Ces deux fichiers-là OK. sont nouveaux en fait. Or, l'approche traditionnelle, lui, l'approche traditionnelle utilise les app.model, app.routing, donc les fichiers que vous avez vus là. Ce qui fait que comment ça se fait que quelqu'un, par exemple, qui a l'habitude de créer des applications avec app.models.ts, parce que ce qu'on vient de créer là, nous, ce qu'on a créé là, c'est une application standalone. Standalone, ça veut dire quoi? Que les composants sont indépendants et séparés. Ça veut dire que dans cette application-là, le projet chaque composant devient comme une application. Et c'est une nouvelle approche qui est conseillée, quoi. C'est-à-dire depuis que Angular a été mis à jour comme ça, on conseille d'ailleurs d'aller sur ces approches-là. Mais les anciens projets, la méthode traditionnelle, c'est bon. On peut dire qu'il y a deux types de création de projets avec Angular. La création en utilisant la méthode traditionnelle et la création en utilisant la méthode moderne. La méthode moderne, c'est celle-ci. Par défaut, vous mettez ng, new, et puis vous mettez le nom de l'application. Sinon, quelqu'un qui dit que non, je trouve que cette approche-là est un peu difficile, je préfère une approche qui soit beaucoup plus, comment on appelle ça? Une approche qui soit beaucoup plus traditionnelle. Donc, la personne peut aller sur l'autre. Donc, on va venir ici. Pour une approche traditionnelle, par exemple, on vient d'Angular. Je vais créer un projet en utilisant une approche traditionnelle. Donc, si je viens ici, l'approche traditionnelle, le but de l'approche traditionnelle, c'est quoi? Bon, après, dans les plus grands projets, les projets monolithiques avec Angular,
Les monolithiques, ça veut dire quoi? C'est une application tout en un, quoi. Les composants n'ont pas été réellement séparés. Donc, c'est un projet qui est lié. Tous les composants sont liés, interdépendants. Le problème avec ce genre d'architecture est que lorsqu'il y a un problème, c'est toute l'application qui a un souci. Et ce n'est pas vraiment une approche. Ça répond toujours aux besoins, c'est efficace. Mais pour des projets beaucoup plus costauds, il est plus préférable de pouvoir utiliser une approche standalone où les composants sont séparés en fait. Donc il y a par exemple app.module.ts et app.routing.ts là, qui sont les approches qu'on devra trouver avec la méthode traditionnelle. Donc lors de la création d'un projet, vous aurez le choix, soit de partir sur cette approche traditionnelle, la façon de créer d'une manière ancienne, soit de partir sur une approche moderne en utilisant la commande de manière standard, New, etc. Maintenant, si quelqu'un veut utiliser l'approche traditionnelle, la personne n'a qu'à prendre cette commande-là. Même l'approche traditionnelle a deux méthodes. Soit vous voulez que ça vienne avec les systèmes de routing, ou bien que ça ne vienne pas avec ça. Si vous voulez qu'on ne puisse pas avoir les systèmes de routine, vous devez mettre SSR égale à false, comme ça. Tirer routine, underscore SSR égale à false. Sinon, si vous voulez qu'il vienne avec, vous ne voulez pas une approche standalone, dans tous les cas, si ce n'est pas une approche standalone, pardon? Voilà. Donc, qu'est-ce qui différencie un projet? Voilà. Qu'est-ce qui différencie un projet simple d'un projet standalone? C'est la même chose qu'on a créé. D'accord? Si on veut que ce soit un projet traditionnel, parce que on demande, le projet traditionnel ne veut pas dire que c'est une méthode archaïque. Hein. C'est juste que la première manière de créer le projet avec Angular, quoi. Donc, avant, on avait uniquement une seule façon. Vous mettez New, vous mettez le nom du projet, il vous crée le nom du projet avec l'approche traditionnelle, c'est-à-dire que vous avez les modules, les app.module, app.routing.module.ts, par exemple, ce que vous voyez ici sur la documentation. app.module.ts, app-routing.module.ts, quelque chose de comme ça. Ça, c'était quand on génère un projet de manière basique. Maintenant, après, ça a changé. Aujourd'hui, si vous mettez la même commande avec Angular, pour quelqu'un qui ne s'est pas mis à jour depuis lors, la personne va se rendre compte que il n'y a pas l'apparition du dossier app.module.ts. Ça, c'est important. Hein? Parce que dans la documentation même, il faut fouiller là où ça se trouve. Moi, j'ai dû vraiment revoir un peu les commandes en question parce que ce n'est pas trop visible dans la documentation. Il faut vraiment chercher. Donc, le app.module, parce que si vous êtes pris comme développeur Angular, on vous met sur des projets qui ont été développés en 2021, 2020, vous allez vous rendre compte que dans ces projets-là, vous avez les app.module.ts qui sont des fichiers intéressants que nous allons voir tout à l'heure. Mais et que vous, en 2024, 2025, vous êtes en train de développer, mais vous ne vous retrouvez pas. Parce que tout simplement qu'en 2022, 2023, même jusqu'à 2020, bon, même jusqu'à nos jours, les projets qui ont une approche traditionnelle contiennent les fichiers app.module.ts et app.routing.module.ts. Et par défaut maintenant, les approches traditionnelles ne tiennent pas compte de cela. Pour éviter qu'est-ce que je raconte là? Les approches modernes ne tiennent pas compte de cela. Pour éviter une approche moderne par défaut, il faut mettre no standalone. Donc, je viens par exemple là, sur mon projet, je vais créer le nom du projet, je vais dire par exemple traditional app. Par exemple, new, donc ng new, espace, new, espace, my traditional app, et je mets là, pour que ce soit une application traditionnelle, il faut mettre quoi? Tirer no,
D'accord? Ok. Vous mettez encore tirer. Non standalone, non? Standalone, voilà. C'est-à-dire que c'est pour dire que je ne veux pas d'une application standalone, tout simplement. Et il va comprendre le langage. Il va me donner une application quoi? Une application traditionnelle. Donc, Ok. quand on vient là, vous voyez que là j'ai no standalone. Maintenant, on va constater là la différence. On va constater la différence. Stand alone. Voilà. Maintenant, je vais faire entrée. Vous voyez que c'est la même chose. Hein? On me demande de créer en fait quel type de projet CSS parce que n'oublions pas que dans Angular, nous avons la possibilité de voir les CSS. Les fichiers CSS sont vous voyez, il y a des CSS qui sont là. Ok. On peut faire les budgets CSS. Tout à l'heure, quand on va créer les composants, vous allez voir que les composants sont séparés. Il y a la partie CSS, il y a la partie HTML, la partie logique, la partie test. Donc, j'ai dit que standalone comme ça là. Je viens maintenant sur. Donc, je vais choisir en fait CSS. Je mets entrée. Do you want to enable server-side rendering SSR and static site generation? Je dis non. Je ne veux pas. Le côté serveur ne m'intéresse pas. C'est une application uniquement orientée client. Je dis non. Et là, il va me créer. Vous allez voir que le projet qui sera généré sera complètement différent du projet que. Voilà, parce que ça, c'est une approche qui est comment? Une approche qui est traditionnelle. Et l'approche traditionnelle aujourd'hui est toujours utilisée. Le plus important, c'est que quand vous développez, vous devez maîtriser toutes ces approches-là. Selon le besoin du projet, il se peut que vous dirigez vers une approche traditionnelle ou alors vous vous dirigez vers une approche standalone. Tout dépendra de la nature du projet. L'approche traditionnelle, c'est une approche qui est mature, qui toujours les gens continuent à l'utiliser. Maintenant, l'approche standalone, c'est une nouvelle approche qui suggère que les composants soient indépendants. Les composants ne se mélangent pas. C'est-à-dire qu'un composant est entièrement dépendant de l'autre en fait. Non, entièrement indépendant plutôt. Donc, ce qui fait que le projet est plus souple et il y a une possibilité de faire évoluer le code de manière... Et la maintenance également devient beaucoup plus facile. Donc, nous allons comparer ces deux approches et puis voir déjà comment. Mais ces deux approches sont à maîtriser parce que Angular évolue avec toutes ces deux approches-là. Et si vous voulez, lorsque vous développez avec Angular, moi j'appelle ça, c'est comme si vous faisiez du back, mais orienté front. Parce que vous avez les mêmes habitudes de quelqu'un qui développe en back-end, quoi. Vous avez les mêmes habitudes. Parce que le front, il est vraiment différent du back. Mais quand vous faites avec Angular, vous ne perdez pas cette notion-là du back. Parce que vous faites tout comme si vous étiez côté front, côté back, mais alors que vous êtes sur le front. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, ça, c'est une approche traditionnelle. On attend que ça génère. Ok. Je vois qu'Angular est lourd, là. Pas forcément. C'est au début. Je vous dis des fichiers, quoi. Voilà, c'est un framework qui vient. En tout cas, il va falloir que vous installez tous ces éléments parce que lors du déploiement, ce n'est pas tous ces fichiers-là que vous allez déployer. Hein. Il y a peut-être un échantillon de 4 à 5 fichiers. Parce que vous allez faire un build, 4 à 5 fichiers seulement qui vont être déployés. Le reste, là, ce sont les fichiers système. C'est ça l'avantage avec Angular. Et ce qui fait qu'il y a de la sécurité aussi. React également le fait. Hein. Au moment de faire le déploiement, vous faites un build. Et ça, c'est vraiment ce qui est... Voilà. Maintenant que j'ai mon projet qui est là, donc quand je fais dire là, je retrouve mon approche
traditionnel qui est là. Et je vais ouvrir ça. Bon, je préfère ouvrir avec... j'ouvre ça avec ce... Donc, je vais sur le bureau, je vais sur JavaScript, je vais sur Angular, je vais sur Project One, approche traditionnelle, j'ouvre New Window. Ok. Voilà. Ok, nous avons nos deux projets qui sont là. Vous allez remarquer la différence. Ok. L'approche traditionnelle est toujours là. Déjà, la différence peut se constater au niveau du démarrage déjà. Si vous voulez, on peut démarrer les deux. Je démarre l'approche traditionnelle. Déjà, ça c'est important déjà de voir la remarque. L'approche traditionnelle est démarrée sur le port. Quel port? Le port 4, localhost 420. Genre, je clique sur ça. 408, hein? Voilà, ça c'est l'approche traditionnelle. Il n'y a pas la différence, hein. Il n'y a pas la différence entre l'approche traditionnelle et l'autre, la côté affichage. Maintenant, je vais démarrer également. Je démarre l'approche moderne. Il va directement attribuer un autre port. Il va dire que le port est déjà occupé. Would you like to use a different port? Je dis yes. Il va me donner un autre port, probablement le 400. Voilà, il a généré un nouveau port. 487, voilà. hein, c'est ça. Déjà, côté apparition, l'approche moderne, l'approche traditionnelle, c'est la même chose. Alors, la différence, c'est à quel niveau? Ça, c'est traditionnel. Là, c'est moderne. Ok, et le matériel. La différence, c'est au niveau de l'architecture. D'accord? Maintenant, quand on rentre au niveau de l'architecture, clairement, la remarque qui est faite, l'approche traditionnelle via l'approche moderne. Là, c'est l'approche traditionnelle qui est là, à droite, l'approche traditionnelle, à gauche, l'approche moderne. Vous allez voir la différence. Vous voyez la différence là? À droite, l'approche traditionnelle. Là, donc là, par exemple, ça c'est My First App, c'est l'approche moderne, My First App Angular. Et comme vous voyez, il y a app component.cs, app component.html, app component.spec, ça c'est pour les tests, app component.ts. Maintenant, il y a app config.ts, app.route ou route.ts. Maintenant, regardez ici. On a tout ça, mais en plus de ça, au lieu d'avoir app.config.ts, on a app.models, model.ts. Vous voyez ça, non? C'est ça. Voilà. Et au lieu d'avoir app.route, on a app.routing.t. Donc, ça c'est vraiment important d'avoir toutes ces approches-là. Et la configuration est légèrement différente par rapport à... Donc, généralement, beaucoup de gens se perdent. Hein. Quand ils créent le projet Angular, ils disent, mais je ne comprends plus, l'architecture, non, l'architecture n'a pas changé. C'est le type de projet qu'il faut évaluer. Quel type de projet voudrais-tu partir sur Angular? Est-ce que c'est une approche moderne ou une approche traditionnelle? Parce que vous allez voir que l'architecture change. Donc, par contre, normalement, le développeur Angular ne doit pas se perdre. Si vous saviez comment maîtriser, comment faire la configuration de l'approche traditionnelle, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire l'approche moderne. En tout cas, pour quelqu'un qui a développé avec l'approche traditionnelle, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est pour des projets qui sont beaucoup plus... des projets qui ne sont pas trop grands. Hein. Voilà, c'est vraiment... Mais pour des projets qui sont grands, il faut vraiment découper en plusieurs morceaux. Et là, il va falloir utiliser une approche moderne. Donc, voilà un peu la différence. Quand vous entrez dans, par exemple, la comparaison de fichiers app.models, ce fichier-là, il y a des imports qui est là dans les... Ça veut dire que les importations
se feront à ce niveau-là. Vous voyez en fait, bizarrement, c'est un module ng models. À l'intérieur, on a une déclaration. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'appeler notre composant. C'est une classe, app component. Et puis, on met les imports qui vont être utilisés dans cette classe-là. Les dépendances, quoi. Browser model, app models. Et puis, là, ce sont les pilotes, providers. Et puis, là, on peut définir quelques façons de démarrer l'application, Bootstrap. Et puis, la classe en question s'appelle app models. C'est une classe. Vous voyez, c'est une classe. Et au-dessus de cette classe, nous avons tous ces décorateurs-là. Et ça, c'est une approche quoi? Une approche qui est traditionnelle avec app.model. Or, app.model, l'équivalent, c'est quoi? C'est app.config. Voilà. C'est ça. La configuration se fait au niveau de... Vous voyez que c'est pratiquement la même chose. Mais nous allons faire toutes ces deux approches-là. Il y a le routing au niveau de l'approche moderne. Donc, vous avez app.route, c'est comme ça que ça se fait. Et si vous remarquez, c'est du JavaScript. Hein. C'est vraiment du JavaScript. Donc, par exemple, nous, on a vu comment déjà avoir const. Ça, c'est une constante uniquement. Et après, c'est quoi? C'est une route. Et la route sera de type... c'est une interface qu'ils ont utilisée. Une interface. Et là, on a déclaré un tableau vide, tout simplement. On a mis export, ça veut dire que c'est une constante qui sera utilisée ailleurs, quoi. Pas forcément à l'extérieur de ce fichier-là, voilà. Donc, après, en dehors de cette approche-là, app.route, l'équivalent, c'est, en approche traditionnelle, l'équivalent, c'est app.route. Vous voyez que c'est pratiquement la même chose. Vous voyez, ici, là, c'est pratiquement la même chose. Hein. Donc, mais il y a des nuances au niveau des configurations qui changent. Voilà l'idée générale. Alors, je vois. Voilà. Finalement, à quel moment nous allons aborder notre sujet? Eh bien, une fois qu'on a fait ça, il y a d'autres personnes qui diront que je veux un projet, mais je veux une application traditionnelle, c'est-à-dire no standalone. Mais je ne veux pas non plus avoir le système de routing. Ce n'est pas tous les projets qui ont forcément le système de navigation. Donc, il y a des projets qui n'ont pas besoin de navigation. Donc, dans ce cas, vous allez mettre routing, SSR, equal false. Donc, pour dire en fait que je ne veux pas qu'il y ait. Ça veut dire quoi? Quand ce sera créé avec cette approche-là, c'est toujours l'approche traditionnelle, mais une approche traditionnelle qui n'aura pas de composant app routing.ts, .module.ts, qui n'aura pas cette approche-là. Après, tous ces fichiers-là peuvent être créés manuellement. Hein, manuellement. Vous pouvez créer manuellement, mais c'est très rare. Hein, à moins que ce soit dans les cas spécifiques. Hein. Donc, en gros, c'est ça. If you run the command mentioned, you will not have app config. Voilà. In your project, only exists in an application without models. Voilà. Donc, une application modulaire avec Angular, c'est aussi appelé une application traditionnelle. Since you were taught that to use models, it probably no. Maintenant, pour utiliser, voilà, je pense que c'est tout. Hein. Par exemple, cette option-là, ça c'est une approche qui est comment? Une approche qui sera... ça c'est une approche maintenant quoi? Une approche standalone. Standalone, oui, moderne. Qui n'utilise pas le système de routage. Voilà. Routage, oui. Et bon, voilà, non, excusez-moi, qui utilise le système de routage, bien sûr. On précise quand on nous donne des routages, mais on précise également quoi? On précise le CSS. Avec le CSS. Voilà, donc on dit que nous voulons utiliser le SCSS au lieu du CSS tout simplement. Voilà. Donc, si on fait cela, généralement, ça c'était une approche qu'on utilisait avec Angular 17.00. Et avec cette approche, on ne peut pas avoir, c'est pas une approche traditionnelle, hein, c'est une approche moderne, mais avec une précision au niveau de
On veut avoir les routages et tout ça là. Donc voilà un peu. Maintenant, une chose très importante avec Angular à savoir, c'est le cycle de vie. Ok. Le cycle de vie d'une application, ça c'est de façon générale. Ça, ce sont les parties clés sans lesquelles on ne peut pas comprendre Angular. Le cycle de vie d'une application ou application lifestyle management est un concept qui englobe toutes les étapes. Bon, je préfère Wikipédia, hein, pas des générations IA. Wikipédia, c'est un peu... Voilà. Le cycle de vie du produit ou la succession d'étapes. Non, c'est pas ça. Ok, je pense que ça c'est une bonne définition. Le cycle de vie d'une application est l'ensemble de la durée de vie d'une application logicielle, de sa conception à sa fin de vie. En d'autres termes, cette expression fait référence à l'ensemble du processus depuis la conception de l'idée. Maintenant, ça c'est un peu le niveau conceptuel. Mais le logiciel ou bien l'application utilise des instances, quoi. Ou bien il y a des... Par exemple, si vous avez un objet personne, vous voyez, il y a la durée de vie d'un objet qui peut être mesuré également. Maintenant, comment je vais expliquer ça avec Angular? Alors, les cycles de vie permettent, ce sont les, par exemple, quand vous lancez l'application, là, quand on a lancé notre, ça c'est une application, hein, cet éditeur-là, c'est une application, hein, on l'a conçu pour développer les applications, n'est-ce pas? Ok. Voilà, maintenant quand je lance, C'est ça. Il y a l'initialisation ici. Vous voyez, il y a les éléments au départ. Vous voyez que ces informations, avant qu'il ne se lance, il a commencé d'abord par générer ceci. Pour nous renseigner des étapes de démarrage, n'est-ce pas? Il nous renseigne sur les étapes de démarrage. Après, dès que tout est chargé, il vient après, il nous donne l'accès. Maintenant, ça peut être un cycle de... Ça fait partie du cycle de vie. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit que lorsque vous allez démarrer notre éditeur WebStorm, alors, initialisez les informations. C'est-à-dire que lorsqu'on démarre l'application, il y a les informations initiales, mais pendant que la personne aussi utilise l'application, d'autres informations vont continuer également à s'en suivre, etc. Jusqu'à ce que l'on puisse fermer. Quand on ferme également, vous voyez, quand on ferme, il y a également le message de fermeture qui va en fait être appliqué. C'est comme une personne, hein, une personne a une vie, une durée de vie, a un début, la personne naît, la personne vit, la personne grandit, et la personne vieillit, et puis la personne, voilà, ainsi de suite. Les cycles de vie, par contre, sont beaucoup plus, pour mieux comprendre ça, on doit relier ça aux objets. Quand on crée un objet personne, pour initialiser un objet, nous avons ce qu'on appelle le constructeur. Le constructeur fait toujours partie du cycle de vie. En fait, ça fait partie du cycle de vie des objets, quoi. Alors, un autre cycle de vie, une autre méthode de cycle de vie, c'est ng on change. Ça veut dire que quand il y a un changement, au cours de l'exécution de l'application, alors ces changements-là vont générer des actions derrière. On peut aussi également mettre ng on init. Ça veut dire qu'à l'initialisation, lorsqu'on démarre notre application, voilà ce qui va se passer. Do check, ça c'est à la vérification. Ça c'est ng after content init, ng after content checked, ng after view init, ng after view checked, ng on destroy. Voyez? Maintenant, nous, on va vraiment s'intéresser à ces différentes étapes-là. De ce fait, nous allons rapidement aller sur notre première méthode. Aujourd'hui, nous allons faire la méthode traditionnelle. Alors, qu'est-ce qui se passerait?
nous avons une application qui est là, une application standard. Cette application-là, par exemple. Si vous regardez, on a pratiquement la même chose. Hein? Oui. Vous voyez que les composants, nous sommes actuellement dans quelle classe? Nous sommes dans App Component. D'accord? App Component, c'est un composant. Alors, ça se trouve où? Alors, comme j'avais dit, lorsque vous êtes développeur Angular, votre travail est essentiellement concentré sur App. Vous êtes sur App. Dans le dossier App là, vous avez votre CSS que vous allez mettre ici, votre App Component. Ça, c'est là où vous mettez tous vos HTML. Et spec.ts, c'est là où vous mettrez tous vos tests, vous ferez tous vos tests. Relatifs bien sûr à ce composant App, parce que App c'est un composant. Vous voyez que dans un composant, nous avons le CSS, nous avons son CSS, nous avons son HTML, nous avons les tests. Nous avons le traitement, là où se fera le traitement, c'est ici. Nous avons les configurations, nous avons les routes et tout ça là. Les routes, ça veut dire que les URI quoi. URI. Voilà. Maintenant, si on crée un autre composant, par exemple service, ce sera aussi, les composants, c'est comme des dossiers. Vous voyez, ce sont des packages. Ce sont les dossiers. Donc, un autre composant qui peut s'appeler service, un autre composant qui s'appelle nanana. Et chaque composant joue un rôle spécifique. Maintenant, dans le composant que nous avons ici, je vais lancer déjà. Entre-temps, nous avions dû faire quelques modifications. Donc, j'avais parlé d'une certaine interface pour montrer quelque chose. Nous avions déclaré une interface juste en haut qui s'appelait Order. D'accord? Et à travers cette interface-là, nous avons ID. C'est l'ID de l'interface, c'est un entier. Le nom de l'interface, c'est un string. Et cette interface-là, nous l'avions appelée, d'accord, ici. Et finalement, on a associé l'interface avec l'interface représentée du domaine. Et quand vous voyez, quand vous allez sur l'autre là, c'est le order ID là. Order 1 plutôt. Ok. Voilà. C'est ça qu'on a fait le changement. Donc, on continue avec nos changements pour expliquer un peu le document. Alors, nous sommes toujours dans cette classe-là, App Component TS. C'est une classe. Alors, comme c'est une classe, on a mis export devant. On a mis App Component. Classe App Component, c'est une classe à l'intérieur duquel nous avons des propriétés. Et cette propriété-là également, c'est un objet. Pourquoi? Parce que nous avons clé-valeur, clé-valeur. Nous avons également title. Title, c'est associé à ce numéro-là. Donc, du coup, si nous voulons parler des méthodes du cycle de vie, parmi les méthodes du cycle de vie, nous avons onDestroy. Nous avons onChange. onDestroy, c'est ça. Et vous allez voir que ces méthodes-là sont... c'est d'ordre croissant. Hein. On a les constructeurs, les onChange, les onInit, les onDoCheck. Tout ce qui est en rouge, c'est des méthodes qui sont dans la même catégorie. Sauf que lorsque nous sommes dans ngDoCheck, ngDoCheck nous renvoie à plusieurs autres sous-méthodes, comme le ngAfterContentInit, ngAfterContentChecked, ngAfterViewInit, ngAspect, ngAfterViewChecked. Maintenant, je vais rapidement ici faire donc, ce sont là les interfaces, si on peut dire ça comme ça. C'est ça, je vois. Ce sont des interfaces. Alors, pour faire une interface, pour que je puisse implémenter ces interfaces-là, maintenant, qu'est-ce que je veux faire ici? Je peux dire, OK, je veux en fait implémenter. C'est comme ça, il y a un mot-clé, implement. Je vais implémenter quoi? Vous voyez, onInit. Quand vous faites ça, il reconnaît. Hein? Vous voyez, onInit, il
il a mis ceci en rouge pour dire qu'on veut implémenter quoi? On init, c'est une interface. On avait vu comment implémenter une interface ici. Si on change, on met par exemple first name, on met un string là, vous allez tout de suite voir que mon interface va créer un problème ici. Pourquoi? Parce que je n'ai pas tout mis, il y a le missing là. Or, si je mets un point d'interrogation là, je n'ai plus de problème ici. Sauf que là, c'est la même chose. On veut implémenter une interface là, mais regardez là. Ça me dit quoi? Je dois implémenter parce que j'ai étendu l'interface ici, implement. Donc, je dois cliquer sur implement. Et voilà, il me donne la possibilité. Voilà l'interface en question là. Vous voyez ici? Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai dit quoi? J'ai dit que lorsque je vais démarrer mon application, la méthode app component, lorsqu'il lance la méthode app component, il charge ça. Alors, le message à l'initial, je veux que ce soit ce message-là. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une erreur au démarrage, mettez-moi l'erreur through new error, method not implemented. D'accord? Ok. Donc ça, c'est un peu une façon de faire. Maintenant, ça, c'est, on peut implémenter plusieurs interfaces comme ça. C'est pas encore fini. Par exemple, ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux une méthode qui me permettra d'implémenter une interface en init. Donc, à l'initialisation, il me fait l'implémentation. Après avoir initialisé, il me fait la destruction de l'élément. Alors, qu'est-ce que je dois faire là? Eh bien, je vais déclarer une méthode qui s'appellera intervalle. Donc, moi, je vais uniquement expliquer le document. C'est un article que j'ai écrit depuis 2021. Hein. Ok, ah ouais. Ça a mis du temps. Donc, là, il y a internal sub. Je mets ici any. Any, c'est un peu comme si je ne sais pas quelle variable c'est. Je ne sais pas si c'est un entier ou si c'est une chaîne de caractères. N'importe lequel, quoi. Voilà, donc je mets any pour dire que voilà, c'est n'importe quel. Par exemple, si je mets any et que je viens par la suite dire que intervalle égale à 5, automatiquement, il comprend que le any là, donc, cachait quoi? Le type number. Vous voyez, non? Donc, any, ça veut dire quoi? La première valeur qui sera donnée, si c'est une chaîne, donc any sera une chaîne. Si c'est un entier, donc any sera un entier. Mais on ne peut pas mélanger, mettre chaîne et entier au même moment. Donc, il n'y a qu'une seule valeur. Mais comme on ne connaît pas le type de l'entier, on reste comme ça d'abord. Donc, j'ai mis ça comme ça, any. Après, j'ai dit, bon, vous voyez que ça, c'est une méthode de classe. Non, c'est une propriété de la classe. Quelle classe? App component. Si je veux accéder à cette méthode-là, je dois mettre un 10. Comme on l'avait dit la dernière fois. 10 point quoi? J'ai dit 10 point sub. Je vais dire quoi? Set interval par exemple. Le plus important avec cette idée-là, c'est qu'il t'aide en fait avec les éléments. Il t'aide vraiment à... Ok. Voilà. Tu surveilles sur VS Code ou bien sur l'autre? Sur VS Code, il faut installer les éléments qu'il faut. C'est sur l'autre. C'est sur WebStorm quoi. Sur VS Code, ça fait la même chose. Mais je pense que WebStorm est plus efficace. Hein. WebStorm, c'est un IDE. Hein. C'est un IDE qui est réellement conçu pour ça quoi. Il était avant payant. Les gens utilisaient VS Code gratuitement. Maintenant, là, il est en mode... Vous pouvez toujours utiliser la version commerciale, mais il y a la version libre qui est là, oui. Vous voyez qu'il a mis ici au coin. Non-commercial use. Ce n'est pas pour un usage commercial. C'est ça. À l'intérieur duquel donc, je vais faire... Donc, je peux faire une méthode que je peux appeler console.
Ça, c'est une méthode. Hein. Et j'appelle ici Ok. la méthode. Je peux appeler ça console. Point. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que ça, c'est par rapport au temps de l'intervalle. Je dis, ok, c'est une méthode. Je dis, bon, affectez-moi l'intervalle de temps. Donc, de ce qu'il a fait, c'est quoi? Il va définir un intervalle d'un temps précis. Ok. Après, il affiche Hello World à cet intervalle-là. Donc, l'affichage ne sera pas automatique. Maintenant, comment ça va se faire? Je dis que lorsque je lance mon programme, je veux qu'après une seconde, que ça affiche. Donc, lorsque je vais lancer, après une seconde, il va m'afficher console.log.hello world quoi. Hello world Ok. from, je peux pour préciser, from ng init. ng on init. Ok. Donc comme ça. Alors je vais relancer le programme. Vous voyez, il est en train de charger. Hein. Ok. Et on va regarder. Alors pourquoi ça ne s'est pas affiché? La question c'est ça. Est-ce que ça s'est affiché? Normalement oui. Mais où est-ce que ça s'est affiché? Eh bien ça devrait s'afficher dans le navigateur. Comme on l'avait déjà dit, c'est le navigateur quoi. Et on va au niveau du navigateur. Je vais utiliser ce navigateur là. C'est ça le navigateur. Donc, pour que je puisse voir le message, je dois aller dans Inspecteur. Ok. Et on va dans Source. Vous voyez ça? Vous voyez comment ça change? Vous voyez? Ça compte là. Chaque seconde. Ça veut dire quoi? Chaque seconde, normalement, chaque seconde. Ça veut dire quoi? Chaque seconde, normalement, ça devait défiler là. Chaque seconde, ça affiche. Chaque seconde, ça affiche. On va essayer de réactualiser. Vous voyez? Vous voyez ça? Oui. Donc, chaque seconde, il affiche Hello World from ng init. C'est ça qu'on appelle. Ça dit que ce qu'il a fait, c'est quoi? Angular is running au démarrage. Alors, dès que ça se démarre, je veux que ce message-là. Après, c'est à l'initialisation d'une application qu'on peut mettre beaucoup de choses. Par exemple, veuillez patienter, le logiciel est en train de s'installer. Vous comprenez un peu? Vous créez une application, vous installez ça, on vous dit veuillez patienter, le programme est en train de s'installer. Ok. Parfois, et pour le faire, ça c'est le cycle de vie en fait. Pendant que l'application se charge, vous dites qu'à l'initialisation, je veux ça. Je veux qu'on affiche peut-être bonjour. Je veux d'abord cette interface-là qui puisse apparaître. L'idée, c'est ça en fait. Donc, tout ce que vous voulez faire lorsqu'une application se démarre, c'est avec le ng on init. Donc, on init, c'est vraiment la méthode, mais on init, c'est voilà, G on init, c'est la méthode plutôt. On init, c'est l'interface. D'accord? Après, une fois, on peut aussi dire, OK, une fois que vous finissez de faire ça au démarrage, je veux aussi qu'on détruise
Parce qu'il doit avoir une fin égale. On peut utiliser on destroy. C'est-à-dire que lors de la fermeture de mon programme, on destroy, ça veut dire quoi? Lorsque je vais commencer à fermer le navigateur, ou bien lorsque je vais éteindre l'application, avant que l'application ne s'éteigne, il doit m'afficher un message. Par exemple, merci, au revoir. Au lieu que l'application se teigne comme, ou bien votre logiciel va se fermer dans 2 secondes. C'est ça, les messages. Donc, parce que ça, c'est le message de fin. C'est-à-dire à la fin du processus de l'exécution du programme, c'est-à-dire la fin de la vie de l'application, alors, faites-moi ce message-là. Parfois, vous éteignez l'ordinateur sans s'attendre, vous avez une urgence, vous voulez éteindre, ça veut dire, ah, votre appareil va se teindre dans 2 minutes. Voulez-vous vraiment l'éteindre? Vous voyez des histoires comme ça, quoi. C'est ça. Donc, c'est ça, je vois. Destroy, je mets comme ça. Et ça aussi, c'est une interface. Alors, on peut implémenter plusieurs interfaces. Pour implémenter plusieurs interfaces, vous allez juste mettre des virgules. Voilà. Parce que maintenant, ça, comme j'ai mis on destroy, je dois aussi implémenter ça. Je clique là, on me dit implement. Je clique dans implémenter. Effectivement, on va voir une autre méthode. Ce qui va être quoi? Ça, c'est on destroy maintenant. Alors, on destroy, c'est une méthode que je peux bien renseigner ici. Généralement, ce que je fais pour respecter un peu l'ordre, je mets ça souvent en bas, comme ça. Les déclarations sont souvent en haut. Il faut quand même être ordonné. À chaque fois que j'ajoute une méthode, init, je dois le mettre en premier. Après, ça ne dérange pas, mais c'est juste pour se retrouver facilement dans son programme, quoi. Et donc là, ng on destroy, ça veut dire que lorsque je vais, c'est-à-dire à la fin du cycle de l'application, ne sois pas muet, je veux que tu m'exécutes une action donnée. Et c'est là que maintenant nous allons utiliser. Je vais lui dire par exemple que je peux utiliser la même méthode qui est là. Je lui dis, ok, à la fin du cycle, si effectivement tu as pu exécuter, à chaque fois tu exécutes, tu donnes les valeurs, alors nous allons dire que si intervalle sub existe, alors effacer, d'accord? Effacer ça. Ensuite, c'est-à-dire que nous, ce que nous voulons, c'est quoi? Lorsqu'on est à la fin du cycle de l'application, qu'il efface les messages qu'il a affichés le nombre de fois là. C'est-à-dire qu'il va détruire la session, mais en effaçant carrément tout ce qui a été initialisé. Alors, on va faire, comment on va le faire? Et puis on vient juste au niveau de... On lui dit ça. On lui dit en fait... Voilà, ce que j'aime, c'est qu'il t'aide carrément avec le... Voilà. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a même pas besoin de se perdre, quoi. Je vois. C'est ça l'avantage. Il te guide. Et à 90%, tu te retrouves sur ce que tu voulais faire. Alors, ça c'est pour effacer, pour nettoyer. Mais on peut même mettre aussi un petit message comme quoi. Console log. Au revoir. Au revoir. Ou bien bye bye. Bye bye from ng. Juste pour se retrouver, quoi. Pour savoir que nous sommes ici. Donc, on va regarder quel sera le comportement. Quel sera le comportement de... Je voulais préciser quelque chose parce que ça, ce sont les vieilles habitudes du bac. Vous voyez que je suis en train de démarrer ici. Ça ne sert à rien de démarrer. Ça, ce sont les habitudes, comme quand on développe avec des Java et autres là. On est obligé de démarrer. Mais ici, là, en fait, quand tu enregistres, le changement se fait automatique. Pas besoin de redémarrer. C'est vraiment... voilà. Donc, je viens ici.
Et vous allez remarquer en fait, regardez ce qui va se passer. Après, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Non, attendez. Maintenant, je vais, vous voyez que ça, l'application est en train de tourner, n'est-ce pas? Maintenant, je vais fermer. On va voir le message qui va donner. Tout simplement, je vais fermer l'application. Je clique sur fermer. On va regarder. Vous avez vu ça? Oui. On a fermé, c'est-à-dire la fermeture s'accompagne avec un message. L'application est déjà fermée, hein, mais ça continue de s'exécuter sur l'interface. Donc, à chaque seconde, on dit que, voilà, même si l'application ne fonctionne plus, voilà, généralement, l'intérêt de cette fonctionnalité, parce que vous voyez qu'il essaie de se reconnecter. À quoi? À l'autre là, parce que j'ai déjà éteint, il n'arrive plus. Et dit que l'application est fermée. Donc, normalement, cette fonctionnalité est faite pour des actions qui vont s'exécuter et qui s'arrêtent, mais l'application ne devrait pas s'arrêter parce que ça n'aura pas de sens en fait. Parce que j'ai déjà éteint, mais il continue de s'exécuter pour des raisons qui n'ont pas de... J'ai déjà éteint l'application, ça ne fonctionne plus. Mais là, il fait une tentative de se connecter sur la même page. Donc, l'idéal, c'est on utilise cette fonction pour donner un peu de sens à cette fonction-là ou à cette interface. Lorsque nous avons une action qui s'exécute, à la fin de l'action, on met cette fonction-là pour dire que l'action s'est bien exécutée. Voulez-vous vous reconnecter? Des histoires comme ça. Donc, en gros, c'était un peu l'intérêt de NG on init et tout ça là. Après, c'est un peu clair quand même, non? C'est clair, non? Ça va, je vois bien. Voilà. En dehors de ça, lorsque nous faisons appel à des fonctions comme ça, je lance. À chaque fois que je fais appel à ces fonctions-là, on init, on destroy, il y a des dépendances qui se sont installées. Hein. Ok. Des dépendances, il faut regarder bien. Donc il y a on destroy qui est appelé, on init qui est appelé. Et ça vient du package @angular /core. Et le système de routage également est fait. Alors, ça ce sont un peu après d'autres cycles de vie. On va voir ça au fur et à mesure. Ok. Quand on parle de cycle de vie, prenez ça comme des événements, hein, par exemple, qui s'exécutent. Okay. Une session, voilà. C'est une session, quoi. Voilà. Par exemple, une session. Voilà, add listener et tout ça là. On peut dire ça comme ça. Ce sont les cycles de vie normalement. Donc, maintenant, comment se communiquer? Parce que nous parlons des composants Angular. Alors, comment les Angular se communiquent? Comment les composants Angular se communiquent? Il y a plusieurs types de communication avec Angular. La communication parent-fille, la communication fille-fille, la communication parent-parent, etc. etc. C'est ce que j'ai mentionné. 4 ways of communicating between components in Angular. 4 façons de communiquer entre les composants dans Angular. La première façon, c'est ce qu'on appelle le binding. C'est-à-dire que le binding,
Binding, c'est-à-dire que mettre le lien. Il y a deux types, le binding at input et out input. On va voir ça, c'est quoi output. Maintenant, il y a aussi le binding reference at view child et at content child. Et puis il y a provider, OK. service, et puis il y a template OK. outlet. Alors, pour ce qui est de parent à fille, c'est-à-dire que un composant parent, d'accord, qui puisse se communiquer avec un composant fille. Parce que c'est quoi le composant parent? Le composant parent, c'est le composant de base. De base, ouais, ça. Tout projet dans Angular est un composant. Si je veux créer une page, par exemple, une page contact. Contact là sera un composant contact avec contact.component.css pour son CSS. Autre chose sera contact.component.html pour la page HTML du contact. Après contact.component.spec.ts. Pourquoi? Pour voir pour les tests unitaires. Et puis contact. Et ainsi de suite. Donc le contact en fait c'est un composant. Mais le composant de base c'est ce qu'on appelle app. App est le composant de base. Okay. Et tous les autres composants qui viendront seront des composants filles. Et même à l'intérieur des composants filles, on peut aussi avoir d'autres types de composants, des composants sous filles. À ce moment-là, le composant fille devient la parente de la composante qui vient d'arriver encore. Donc, ainsi de suite. Maintenant, comment nous allons le faire? Eh bien, c'est très simple. On va commencer par le type de communication très connu qu'on appelle parent to child, c'est-à-dire la communication parent-fille. Et comme vous voyez, les arrobas, c'est ce qu'on appelle les décorateurs. Les décorateurs, quand on parle de décorateur, c'est un design pattern. Le design pattern, c'est juste une façon, une manière de pouvoir se communiquer. Voilà, on va directement le faire. Decorator pattern. Le pattern décorateur is a structural design pattern that lets you attach new behaviors to objects by placing these objects inside special wrapper. En fait, c'est une manière d'habiliter un objet avec des méthodes qui n'ont pas été implémentées par lui-même. On peut dire ça comme ça. Ou bien, si vous voulez en formation française, ils ont dit ici en informatique, plus précisément en génie logiciel, un décorateur est le nom d'une des structures de patron de conception. Un décorateur permet d'attacher dynamiquement de nouvelles responsabilités à un objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? J'ai ici par exemple, j'ai une classe qui s'appelle par exemple tirer, ou bien une classe conduire, d'accord? Une classe qui s'appelle conduire. Et dans conduire, nous avons conduire une voiture, conduire ceci, nanana. Maintenant, il y a une classe par exemple qui s'appelle personne. Et dans les caractéristiques de la personne, on a mis par exemple la personne peut marcher, la personne peut nager, la personne peut chanter. Maintenant, au lieu de définir conduire dans la personne, je prends une autre classe, je viens greffer ça je viens mettre un décorateur, c'est-à-dire j'ajoute des nouvelles responsabilités. Je dis que comme toi tu sais nager et chanter, alors je t'appelle donc conduire. Conduire sera ajouté sur toi. Conduire te donne la capacité de conduire également. Donc, par exemple, la classe A. Je ne sais pas pourquoi je parle au lieu que je fasse quelque chose de visible. Ok. Je parle trop là. Pourtant, je peux écrire ça. Par exemple, une classe qui permet de conduire. C'est pas vraiment ça, mais je donne juste l'image. Alors, j'ai une classe personne. Juste pour vous donner un peu l'image. Je ne sais pas vraiment ce que je vais faire, mais c'est un peu l'idée. Alors, personne send
marcher, danser, nager, courir. Bon, avion. Voilà, je mets avion. L'avion peut faire quoi? L'avion peut s'envoler. Ok. L'avion peut se décoller, s'envoler, c'est pas. Voilà. Maintenant, quand j'ai personne ici, dès que je mets personne, je sais déjà ce que personne fait, n'est-ce pas? Je connais que personne ici, personne fait beaucoup de choses. Maintenant, quand je vais utiliser personne, quand je mets personne, point, je peux dire personne peut, la personne peut faire quoi? La personne peut marcher. C'est ça, hein? Quand je mets personne, c'est ça. Voilà. Personne, point. Je sais que la personne peut danser. C'est ça, hein? Personne, point. C'est ça. Je sais que la personne peut nager. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Courir, etc. Par contre, si je veux que la personne puisse se décoller, mais j'ai déjà un algorithme qui permet de faire ça. Je n'ai qu'à prendre avion et je viens là. Je dis OK, personne. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je viens là, je dis sur personne, je vais mettre arrobase. Ça veut dire décorateur, quoi. Je mets ça. Avion. Donc sur personne, ça veut dire qu'en dehors des propriétés qui sont là, personne peut également faire quoi? Personne peut également faire ce que avion fait. À cause des nouvelles responsabilités qui lui ont été appliquées, des nouvelles tâches, des nouvelles capacités. Donc en plus de ce que personne fait, la personne peut finalement quoi? S'envoler. Pourquoi il y a déjà un... Maintenant tout ceci, arrobase avion, en Angular on appelle ça décorateur. Arrobase là c'est décorateur. Décorateur avion. C'est tout simplement une façon d'ajouter une responsabilité sur un objet, quoi. Ok. Du coup, et quand vous allez plus loin, ça fait partie des design patterns, tout simplement. Ok. Maintenant, nous allons prendre la communication parent to child using input decorator. Input decorator, ça veut dire quoi? Arrobas décorateur. It takes value passed by parent component and stores it and store in the child property. Donc, il prend une valeur, d'accord, passée par le parent, communiquée par le parent, par le composant parent, et stocke cette valeur dans la propriété de l'objet fille. Donc, la première façon de communiquer, c'est le design pattern qu'on va utiliser arrobas décorateur. C'est un type de communication, quoi. C'est-à-dire, quand on parle de communication, on utilise les décorateurs. Deux composants peuvent se connecter, peuvent se communiquer, c'est-à-dire que le parent et la fille. Qu'est-ce que je fais? Je peux, pour avoir la même architecture, on va créer un autre composant qui s'appelle le composant parent. Alors, pour créer un composant en Angular, on peut le faire par la création tout simplement d'un... Voilà. Je m'en vais créer deux composants. Un composant parent et un composant fille. Alors, ng component parent, regardez comment ça va se passer. Comment je peux faire pour créer un composant? Je viens là par exemple. Je dis, ok, je vais créer un composant. Je suis dans mon projet. Et dans mon projet, je peux mettre ng. Il y a deux façons de faire. Je peux faire comme ça. ngg component. D'accord? ng generate. Vous pouvez écrire comme ça. ng, qui est la commande Angular. Générez-moi
le composant parent. C'est-à-dire que mon composant, ça c'est dans le cadre du cours, hein. Ça peut être appelé contact, ça peut être appelé avant-propos, une page quoi. C'est-à-dire que la page contact était un composant, la page avant-propos c'était un composant, la page accueil c'était un composant. Maintenant, moi pour le contexte de l'explication, pour que nous voyons un peu la nuance, je vais, au lieu d'appeler les composants, je vais les appeler parents-filles. Hein? Donc, parent, child. Comme ça, on va rester, avant de prendre des exemples concrets. Donc, vous pouvez prendre le raccourci, au lieu de mettre ng, generate component, vous mettez seulement ngc comme ça. Ça veut dire que c'est le raccourci quoi. Ng, la commande Angular qui permet de faire le travail. Ng, le G signifie generate, C signifie component, parent. Donc, générez-moi le composant parent. Et qu'est-ce qu'il va faire? L'avantage, c'est quoi? Parce que comme je disais, on peut le créer manuellement. Je peux créer un dossier ici qui s'appelle parent. Et à l'intérieur duquel je fais le travail. Hein, je crée, comment on appelle ça? Je crée comme en Angular. Hein, je fais app ou bien parent.component. .css, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Je peux le faire manuellement jusqu'à avoir 4 étapes aussi, mais je ne vais pas le faire comme ça. Voilà. Juste pour savoir que c'est possible, mais ça c'est dans le cadre où vous voulez apprendre dans l'environnement, mais les gens n'ont pas le temps, donc ils préfèrent générer ça. Donc quand je mets ng g generate, ça veut dire generate, component parent, je fais comme entrée, il va me générer un dossier. À l'intérieur de ce dossier-là, je vais avoir tout ce qui va avec. Alors, regardez ce qu'il a fait. Ce que je voulais faire manuellement, je viens de le faire. Vous voyez? À l'intérieur de mon composant ici, vous voyez? À l'intérieur de mon composant, app c'est le composant parent, le composant de base. À l'intérieur, quand je viens dans app, j'ai un composant parent qui vient avec, vous voyez, non? Parent est là, hein? Un composant parent qui est là. Donc, il a généré parent en tant que dossier. Et après, j'ai le CSS, le parent, HTML, le parent.ts. C'est bon, hein? C'est ça, je vois. Au départ, je parlais des app config, app route. Non, les routes sont dehors. Donc, ils génèrent juste ces 4 fichiers. Pas les app config, app route, comme je disais dans les autres parties. Là. Comme c'est dans la vidéo. C'est ça. C'est pas, et en fait, les nouveaux composants ne vont pas avoir les apps parce que tous les routes se feront là. Toutes les configurations se feront dans le dossier de base, dans le fichier de base. En dehors de ng generate l'autre là, je peux aussi générer quoi? Je peux générer le dossier, le composant child. D'accord, je mets child. Et je génère également le composant fille, je l'appelle child. Comme ça, on va voir la nuance. Donc, il me génère également child. Donc là, c'est 100. Oui, entrez. Entrez. Bonjour, ça va? Tu es venu pour moi? Non, j'ai cours. Hein. Je suis en train de faire cours. Mais, bon, il est presque l'heure, hein? Il faut patienter que je finisse. Donc, oui, il est presque l'heure et c'est le vendredi là. Oh oui. T'inquiète pas, il est presque l'heure et c'est le vendredi avec la mosquée. T'inquiète pas. On termine à quelle heure? Vous voulez qu'on termine à quelle heure? On termine là, c'est bon. Ok, d'accord. C'est termine ce que tu as dit. Avec ça là, avec le child, après on arrête. D'accord, ok. D'accord, donc on fait ça en arrêt. Ok, c'est bon.
Ah, comme c'est vendredi aujourd'hui, effectivement. Ok. Ah oui, ouais. D'accord, ok. On finit avec le child, ok. Donc du coup, quand on regarde, so we're to create ng, on a créé ça. Alors, justement, on est dans notre composant qui est là. On a deux composants, c'est la même chose, hein. Vous voyez, c'est ce que j'ai aimé avec le cours, ce cours-là, j'avais tellement bien détaillé ça que ça date de 2021, mais c'est toujours utile, là. Alors, dans le composant fille, je vais donc faire un mécanisme de décorateur. Comme on a dit, l'objectif c'est de quoi? C'est de prendre le message du parent, le message communiqué par le parent, et de le stocker dans une propriété du composant fille. Comment ça va se passer? Eh bien, il faut un décorateur dans le composant fille qui va s'appeler par exemple child message ou bien n'importe quoi, mais qui aura pour rôle de prendre le message du parent. D'accord? Donc, on va aller dans fille, dans le composant fille. Partout où vous avez .ts, .ts c'est là où se fait le traitement. Child component.ts, c'est là où se fait la logique. Voilà. Alors là, on aura en fait un composant child. Child, on peut l'appeler child. Un composant child message. Le child message là, c'est lui qui va être chargé de prendre le message de son papa. Alors, child message, ça peut être un string. Mais en Angular, quand vous faites comme ça, vous voyez qu'il nous met une erreur là. Pourtant, j'ai dit que c'est... Pourtant, j'ai dit que c'est... Parce que, en fait, ce qu'il est en train de vouloir dire, il dit qu'en fait que ça n'a pas été réinitialisé. As no initialization and not defined, assigned. Donc, on n'a pas... Aucune valeur a été assignée, pas d'initialisation. Donc, soit on le fait comme ça, pour dire que la valeur peut être 0 ou ne pas assignée. Soit on dit que on va assigner la valeur plus tard, donc on fait undefined, comme ça. Ça veut tout simplement dire que nous allons, c'est un type string, mais la valeur sera définie plus tard. On fait une promesse de donner la valeur dans le code, quoi. Ok. Donc, voilà. Voilà le chat. Maintenant, on veut que ce soit un décorateur. Alors, comme c'est une communication parent-fille, le décorateur qui est approprié, c'est arrobase input. C'est le décorateur qui est approprié. Donc, il faut faire avec arrobase input comme ça. Donc, ça c'est le décorateur qui est plus adapté, quoi. Arrobase input comme ça, c'est le décorateur approprié. Comme ça, on aura à mieux communiquer. Donc là, j'ai arrobase input, child message, string undefined. Et après, tout ce qui va avec. Donc déjà, ça c'est la première partie. Et en fin de compte, si nous allons au niveau de son papa, ça c'est dans le composant fille, hein, on a mis un décorateur. C'est ça. Voilà. Child message. Et puis on va au niveau de son papa. Bon, disons que, puisqu'on a mis le décorateur, on veut qu'il y ait une communication. Alors, on va venir ici. Dans la page HTML de la fille, c'est ici que le message va passer. Hein.
On peut dire hello daddy. Hello daddy. Par exemple là. Et on met le message du décorateur. On va child. Et comme ça. Ça veut dire que dans la fille, ce que la fille va faire quoi? La fille va recevoir le signal de son papa. Il est là pour capter le message du papa. Le child message là. Une fois qu'il reçoit le message de son père, il peut afficher le message pour dire que hello daddy. Après, il affiche le message pour communiquer, mais il est toujours dans son propre sein, quoi. C'est-à-dire que sa partie logique est ici, qui permettra de directement, hein, c'est vraiment une connexion qui va se faire de façon... Parce que c'est un décorateur, c'est un design pattern, ça a déjà été... il y a déjà un travail qui a été fait, il y a des algorithmes, en fait, qui sont déjà derrière. Et cet algorithme-là a été chargé à travers core component. Donc, quand on va dans les fichiers, on va bien voir le composant input. C'est un composant. Dans le composant, là, il y a tout un algorithme qui a été fait derrière. Et nous, tout ce qu'on a fait, on le met là, on met le décorateur input, et puis on met child message, une variable, et son rôle sera donc de stocker le message. Donc, son papa va parler, lui, il peut communiquer avec son papa. Maintenant, une fois que c'est ça, c'est fait, on enregistre. Ça, c'est la première étape. Hein. Le décorateur revient dans child, on dit hello daddy. Voilà. Ou bien hello daddy. It's me. It's me. Your child. Et il envoie le message. Il communique le message. Bien, hello daddy. From child component. Voilà. Comme ça, on saura où est-ce que nous en sommes, quoi. From child component. Ok. Voilà. Voilà, on va s'y rester là. Alors, comment le papa réagit donc? Il faut aller donc chez le papa, dans le composant parent. Le composant parent, lui, son travail sera donc de communiquer avec la fille en lui passant le message. Donc, si le papa veut communiquer avec la fille, le papa peut le faire très bien. Alors, il y a ce qu'on appelle un décorateur, un sélecteur plutôt. Il suffit d'aller, vous voyez ce message de... Quand vous créez un composant, regardez bien, le composant vient avec son sélecteur. Et c'est ce sélecteur-là qui va être utilisé. Voilà. Ce sélecteur-là qui va être utilisé. Et là, je viens au niveau du parent. Je dis, OK, je vais donc parler. Alors, je vais effacer tout ça. Hein. Je suis au niveau du... Non, le parent, c'est là. Je viens au niveau du parent. Je lui dis, OK. Donc, child, ça c'est un décorateur, un sélecteur. À l'intérieur de ce sélecteur-là, je passe un message. Child. Child, vous voyez que je vais passer ceci, je vais mettre child. Donc, je vais mettre hello
from parent component. Alors, il y a quelque chose qui cloche là. Il faut que j'importe. Je dois importer quoi? Je dois importer, parce que là je suis dans composant là. Et si je n'importe pas, pour importer c'est là. Hein? L'import va venir ici. Regardez bien, il n'y a encore rien ici. Si je viens importer, il va mettre quelque part. Je viens ici. Il y a une erreur parce que je n'ai pas importé le composant. Je vais mettre import. Automatiquement, il va importer. Ça, c'est la première étape déjà. Et quand je viens ici, je peux voir que ça a été importé. D'accord? Vous pouvez aussi le faire manuellement. Donc, quand je viens là, alors il me dit des choses. Inspect token from. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte là? Ok. Donc, il me dit en fait qu'il faut mettre les... Voilà. Donc là, j'ai clairement un message. Vous voyez que ici, je suis dans le parent. Le parent peut facilement communiquer. C'est-à-dire que, comment le parent a pu communiquer? Le parent, tout ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a juste passé le message à la fille en utilisant la variable. Quelle variable? La variable, la propriété. Qui est définie dans quoi? Qui est définie dans child component, là. Si le parent doit communiquer avec l'enfant, les informations vont se stocker ici. Ok. Maintenant, la fille, quand il vient dire Hello daddy, from child component, this is your message. This is your message. Voyez un peu, c'est comme ça que ça se fait un peu quoi. Donc vous venez là, il y a une communication. Hello daddy, from child component, this is your message. Voilà. Ce message là, c'est une variable qui a été prise. Ça, c'est quand on utilise les interpolations comme ça, mais après, ça a été chargé à travers ce design pattern là, ce child message là, qui lui, comment il a reçu le message? Eh bien, le papa lui a appelé à travers ce bracket là, son sélecteur. On communique le message hello from parent component, quelque chose comme ça. Voilà. Ok. Et quand on fait comme ça, on est rassuré du résultat. Maintenant, comment on le saura? Eh bien, voilà, en gros, c'est ça. Donc, c'est une communication qui est réelle. Alors, quand on crée comme ça, là, il suffit d'exécuter. Après, une autre étape serait quoi? Une autre étape, ce serait de... On veut regarder. Bon, au niveau des routes, hein, il faut juste paramétrer ça. Ok. Après, une fois que c'est fait, dans Parents, il faut venir dans Parent là, dans plutôt App. Alors, l'idée c'est d'afficher ça sur la page principale. Hein. Ok. Non, parce que si je vais déjà sur la page ici, voilà. Si vous allez, parce que
Alors, je vais directement afficher ça. Je peux prendre le composant parent ou bien le composant fille. Le composant fille, pourquoi pas. Et je viens au niveau de... Comme j'ai déjà un système de routage qui est déjà mis, route qui est là, automatique, c'est dynamique. En fait, je vais afficher ça sur... je viens ici. Vous voyez que ça, c'est au niveau du config principal. Je peux tout simplement faire ceci et venir là. J'enlève tout ça au niveau du composant de base. Hein. Et puis, je mets ceci, je mets app. J'espère que ça va déjà marcher normalement. Voilà, comme ça. Comme ça, au niveau du composant de base, du composant pair. Voilà. Vous voyez, non? La page principale, maintenant, prend ça. Hello, daddy, from your child. This is your message. Maintenant, le message n'apparaît pas ici. La raison pour laquelle ça n'apparaît pas, parce que je dois aussi importer le parent au niveau de... Donc, je vais venir là. Parce que j'ai importé la fille. Comment j'ai importé la fille? J'ai importé la fille à quel niveau? J'ai importé la fille ici. La fille est bien là. Vous voyez, la fille est là. Je dois aussi importer le parent. Parents. Si j'importe le parent comme ça, normalement, ça devrait venir. Alors, pourquoi ça ne s'affiche pas? Eh bien, la raison est probable que nous devons également charger le parent au-dessus de la fille. C'est-à-dire que le message du parent doit s'afficher aussi. Donc, on vient ici au niveau de Child Component. Donc, il n'y a pas que la fille, il y a le parent d'abord qui est là. Donc, on peut afficher ça comme ça. App Parent. Ce sont les sélecteurs, hein. Ce sont les sélecteurs que nous sommes en train d'afficher. Donc, ça c'est App Parent. Parce que parent, son sélecteur c'est quoi? Son sélecteur c'est là. Ça le sélecteur. Et quand je viens, j'affiche comme ça. Normalement, ça devrait marcher. J'affiche le parent d'abord et j'affiche également. Voilà. Et on enregistre automatiquement. On devrait voir les deux. Vous voyez? Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe là? Là, on a vu qu'on a deux messages. Hello, daddy, from child component. This is your message. Hello. Ça veut dire quoi? On n'a pas besoin d'afficher la fille. D'accord? On a juste besoin d'afficher le parent. Donc, on met ici parent. Parce que le parent, lui, à travers un composant parent, on peut avoir la réaction de sa fille. Donc, j'affiche juste le parent. Et puis, je viens là. Et automatiquement, on a ça. Vous voyez, un seul composant. Donc, là, on a hello, daddy, from your child component. This is your message. Hello from parent. Donc, ça veut dire que nous sommes dans le composant parent. On peut recevoir le message de la fille. Le message de la fille, c'est ça. Et la fille dit que voilà votre message, papa. Donc, les deux sont en train de se communiquer. La fille a parlé, le papa a parlé. Voilà, c'est un peu ça le mécanisme. Mais vous allez comprendre ça quand on va commencer à faire les composants. Par exemple, on crée une page d'accueil. Vous allez voir que les éléments sont, ou bien une page avant-propos et l'autre page. Après, on a peut-être un autre composant témoignage. On veut que le témoignage s'affiche à propos. Vous voyez un peu, vous allez comprendre maintenant le rôle de chaque composant. Mais ça, c'était de manière basique. Hein. Voilà, de manière basique. Ça se passe. Maintenant, il y a plusieurs types de communication que nous allons également expérimenter avant maintenant de prendre un projet concret et de commencer à faire étape par étape. Donc,
Ça, c'est la communication basique. Après, on va avoir OK. d'autres types de communication. La communication, ça, c'était quoi? De parent à fille. Mais on va aussi voir de fille à parent. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est le papa, c'est la fille qui initie la communication. Voilà. Maintenant, le décorateur qu'on va utiliser, ce sera le output decorator. Output decorator, c'est quand la fille commence à parler avec son papa. Ce qu'on a vu, c'est le papa qui parle avec sa fille. Et les deux interagissent. Le papa communique, la fille répond. Mais là, ce sera maintenant la fille communique, le papa répond. Comment ça va se passer? L'approche est très différente. Voilà. Donc, on va essayer de s'arrêter. OK, c'est bon. Voilà, donc on va continuer. Voilà, c'est bon. OK. Merci beaucoup. Et donc, je vous ai envoyé le PDF, je pense. Hein? Le PDF. OK, je vais regarder ça après. D'accord, OK. Je vais regarder ça après. D'accord, monsieur. OK. Donc, allez, c'est bon. Donc, merci. Il se fait que tu sois en bas de non. D'accord, ça marche. OK. Ça marche, allez. Okay. Merci beaucoup. Merci.